Monsieur le Président exécutif, chers collègues, alors je serai plutôt bref puisque je crois que tout a déjà été dit et ce qu'a dit et défendu mon collègue Jean-Philippe Aquavive, bien entendu, s'applique aussi à ce rapport. Ce qui est valable sur la DCT en termes de positionnement politique et de demande s'applique bien évidemment à ce rapport. Simplement, je n'ai pas pris la parole sur le rapport précédent parce que justement, je ne voulais pas être redondant. Mais si SnapGPT, effectivement, il n'y a pas besoin de SnapGPT pour deviner nos réponses aux questions orales, eh bien, en tout cas, voilà, GPT, en tout cas, nous n'avons pas besoin non plus de ce logiciel pour deviner vos questions et vos positions. C'est certain. Alors, très rapidement, j'entends ces positions qui viseraient à dire que nous sommes en défense, nous n'avons pas anticipé, mais toutes les délibérations, tous les rapports passés ces dernières années viennent démonter l'argumentaire. Nous sommes, depuis plusieurs années, dans la demande d'une discussion globale sur la fiscalité, sur l'aspect budgétaire, et si lors d'une déclaration d'amour, ce ne sont pas les mots qui comptent, mais les actes, dans une discussion, il en va de même, il faut être deux, et c'est bien les actes au final qui comptent. Nous demandons par de multiples courriers, des rendez-vous et des rencontres avec les ministres, les chiffres de la fiscalité en Corse. Nous n'avons toujours aucun élément. Alors, ça peut prêter sans doute à sourire, mais c'est quand même gravissime qu'une collectivité comme la nôtre ne soit pas respectée à ce point-là, que l'État n'ait pas encore donné les chiffres de la fiscalité en Corse. Je trouve ça aberrant et pour le moins choquant. Il me semble aussi que la Corse ne peut rester à vitam aeternam le laboratoire de la probité financière et de la rectitude de l'État. J'entends, Jean-Martin, qu'à une époque, on discutait en milliards à Paris et qu'aujourd'hui, on discute plutôt en millions. Mais pas plus tard qu'hier, sous la pression des cheminots pour les Jeux Olympiques, voilà qu'un ministre ramène l'âge légal de la retraite des cheminots de 54 à 52 ans. Le coût de cette opération, 15 mois de travail rémunéré à 70% sur un simple décret, c'est 336 millions d'euros pour le contribuable. Et nous devrions être dans la peau des victimes consentantes, sans jamais rien demander, et on demande notre dû. On a dit que l'injustice était un mot un peu brutal, mais nous sommes dans l'injustice. Ce qui s'est passé hier avec les cheminots, mais ce qui s'est passé hier aussi avec les aiguilleurs du ciel, nous n'avons pas encore les chiffres, même cause et même effet. Sous l'angle des Jeux Olympiques, que ce grand pays qu'est la France ne soit pas, je dirais, mis à mal par des grèves ou une manifestation qui sera suivie par plusieurs milliards de personnes, dérape ou ne soit pas au niveau des attentes. Eh bien là, dans ce cadre-là, on peut très bien offrir 500 millions d'euros à peu près, les 336, plus les 150 escomptés pour les aiguilleurs du ciel, sur le dos du contribuable. Et nous demandons simplement la remise à niveau de notre dû, et on devrait y aller sur la pointe des pieds. Et je vais rejoindre Josépha, il faut y aller en combattant. Il faut y aller en combattant parce que c'est notre dû. On ne peut pas être simplement dans une demande très, je dirais, technique. C'est un combat politique pour le coup. Parce que, qu'on le veuille ou pas, depuis 2009, la DCT n'a pas été réévaluée et indexée. Et qu'on le veuille ou pas, on se rend compte que les spécificités d'accords qui ont été retenues, eh bien, au final, sont retenues sous le prisme du handicap. Nous n'avons pas ce à quoi nous devrions avoir droit. Ça, c'est une réalité. Les chiffres sont têtus. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, quand Jean-Martin, vous faites, et c'est pas faux, si on ramène les chiffres effectivement par habitant sur la TVA, ça pourrait être un handicap. Mais c'est là aussi de l'interprétation. Ça voudrait dire que nous, aujourd'hui, nous ne prendrons plus en compte les spécificités de l'île. Aujourd'hui, quand on est à Lyon, qu'on veut se rendre à Marseille, on prend la voiture, on prend le train, on prend le bus Macron. Mais quand on est ici, pour nos habitants aussi, il faut prendre un bateau, il faut prendre un avion. Alors je reviens sans doute sur la partie transport. Mais ce qui est valable ici, même quand on veut se faire soigner, en Corse, on est obligé de partir. Ça fait partie des spécificités qui sont intégrées dans les écarts de dotation. Aujourd'hui, un Corse qui souhaite se faire soigner, souvent est obligé de prendre un avion pour Marseille ou de se rendre sur le continent. Pour nos entreprises, idem, on importe de matières premières, ça a un coût supplémentaire. On exporte notre production, ça a un coût supplémentaire. Ça a un coût supplémentaire. On exporte notre production, ça a un coût supplémentaire. Tout ça, c'est la spécificité de notre île et ça fait ce que nous sommes.
Et aujourd'hui, dire que nous ne pourrions pas, je dirais en amont d'une discussion bien plus importante, réclamer ce qui nous est dû, non pas pour équilibrer simplement nos budgets ou pour continuer à mettre de la terre dans des trous, Paul Félix, avec le soldat Camembert, je crois, c'est ça? C'est ça? Bon. Bien, nous, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est avoir un niveau de dotation, un niveau qui soit acceptable et qui soit juste notre dû. Pourquoi? Parce que ces deux rapports, vous l'avez bien compris, vous avez appelé ça des one-shots. Pour nous, ce ne sont pas des one-shots. C'est la meilleure manière d'arriver aussi à cette discussion sur ce futur pacte financier, fiscal et budgétaire, avec déjà des chiffres qui sont au niveau de nos attentes et au niveau de ce qui nous est dû. Et ensuite, nous pourrons avoir une discussion sur, effectivement, cette autonomie que chacun appelle, certains plus forts que d'autres, afin de débuter une négociation qui soit la plus avantageuse pour nous. Mais là aussi, je veux dire, il ne faut pas se voiler la face. Si nous n'arrivons pas aujourd'hui à récupérer ce qui est une évidence de par les chiffres, si nous n'arrivons pas à récupérer cette évidence, eh bien effectivement, la suite s'annonce encore plus difficile. Donc ce premier combat que nous allons mener et cette demande, elle ne va pas s'appuyer uniquement sur ces rapports. Le président du Conseil exécutif s'est engagé lors de la session précédente à réunir la Commission des finances. Ça a été demandé par des groupes de l'Assemblée afin de pouvoir travailler sur ce futur pacte fiscal, financier et budgétaire. Alors, je pense que c'est dans cette commission-là que nous allons pouvoir justement échanger, proposer, au-delà d'une méthode, eh bien, affiner la demande, afin, dans un premier temps, pour que ces deux rapports soient appuyés par une production de la Commission des finances, puisqu'il y aura forcément discussion et sans doute des allers-retours, et dans un deuxième temps, au moment de la discussion budgétaire dans le cadre de l'autonomie, d'avoir un document le plus large possible, le plus partagé possible, et qui soit aussi la construction de tous les groupes. Mais aujourd'hui, je le répète, n'allons pas sur la pointe des pieds à Paris, surtout lorsqu'on voit ce qui s'est passé ces 2 jours. Je pense que nous avons une carte à jouer, et je le dis et je le redis, il est grand temps que la probité financière de l'État s'arrête au simple laboratoire de la Corse quand on voit ce qui se passe ailleurs. Merci.